À 7h30 du matin, il me laisse un message. Oui, monsieur Tufekci, il y a un petit problème pour la signature de l'acte de base. Je pense qu'il y a une petite incompréhension. On va pas pouvoir signer l'acte la semaine prochaine. Ça, il raccroche. Je me lève ce matin, j'écoute ça. Je dis, mais il est complètement fou, lui. Attends, je dis. Tu vas en venir où, maître? Je dis, expliquez-moi qu'est-ce qui s'est passé. Il nous faut un acte authentique de tous les propriétaires. Ben, moi, je deviens blanc. Je dis, putain, il faut réunir 14 personnes. Ceci, on va vous apprendre la fiscalité, c'est très facile. Donc, vous prenez une option sur un bâtiment, par exemple, à 200 000, vous le cédez à 230 000 euros. Vous gagnez 30 000 euros au passage, vous pouvez le faire comme particulier. Et hop, il passe à un slide. J'ai attends. C'est comme si j'étais complice d'un détournement TVA. J'achète le bâtiment. Je lui dis, le permis, t'inquiète, en 6 mois, c'est bon. Covid arrive. Permis, tu sais combien de temps? 26 mois, commune de Scarbeck, région bruxelloise. Je tombais sur un gars, un espèce qui s'appelle absolument, voulait me destroyer dans ce dossier. Salut Attila, merci de venir sur le podcast justement Belgium Invest. J'ai acheté mon premier bien à 25 ans, même bien avant d'avoir commencé dans le métier d'agent immobilier. Le plus gros échec, jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais perdu d'argent. Tout ce que j'ai fait en immobilier, j'ai gagné de l'argent. C'était marrant, j'avais acheté un dépôt de quelqu'un qui rachetait des lots de faillite, qui avait fait lui-même faillite. Et je fais un très beau projet. On a introduit le permis, refusé, recours, refusé. Je perds 27 mois. Et niveau opération, est-ce que tu as des opérations, par exemple une opération, on va faire le plus grosse réussite? Je vais te l'expliquer maintenant. Le plus gros coup que j'ai fait, mais beaucoup de risques. Hein. Ah ouais, j'ai chié. Je te dirai les choses quand même. D'ailleurs, ton profil, il est à risque mesuré, mais t'hésites pas justement. Ça, c'était une question justement qu'on voulait te poser. C'est est-ce que tu préfères un immeuble de rapport, par exemple, une opération avec peu de plus-value, mais par contre peu de risques, ou alors beaucoup de plus-value, mais alors beaucoup de risques? Parfois, tu sais pas mesurer le risque. C'est impossible de mesurer à l'avance, surtout sur des opérations écoute, comme ça. Je vais t'expliquer, mais bon, je sais pas si ça va vous intéresser. Je peux t'expliquer un truc où moi j'ai tout évalué. Ouais. Un seul détail que même le notaire n'a pas évalué. Et ça a failli me mettre dans une merde. Je crois que j'aurais déposé le bilan de 4 sociétés. Pour répondre à ta question, je préfère... Écoute, aujourd'hui, avec le recul et les opérations que j'ai menées, je vais te dire honnêtement, hein, j'ai plus cette folie de grandeur de vouloir faire des opérations avec 30, 40 unités, parce que c'est mon objectif. Hein. J'ai une certaine assise dans l'immobilier. J'ai OK, maintenant je vais rentrer dans la cour des grands, on va aller dans la promotion. Champions League. J'ai fait une opération là, de 2000 et des mètres carrés là, au-dessus du notaire Pullman que je vous expliquais, où j'ai failli laisser ma culotte. Et puis maintenant, second exemple, l'opération à Nivelles. 16 unités, c'est un bloc de 2000 mètres carrés. Il faut mettre 4,5 millions sur la table pour sortir 5,5 millions. Je viens t'expliquer là tantôt qu'en mettant 1,5 million, je sors 1 million sur une opération. Donc je ne veux plus de projet où je dois mettre 4-5 patates. Ça ne m'intéresse pas. Tu sais pourquoi? Tu concentres beaucoup d'argent dans un produit. Si quelque chose se passe mal, t'es dans la merde en fait. Sauf si tu as 20 millions qui dorment derrière. Je préfère avoir 4 bâtiments ou 5 opérations à 1 million qu'une opération à 5 millions. Tu sais pourquoi? Tu dilues ton risque, premièrement. Donc tu te dis quoi? Même si j'ai un immeuble, il s'effondre, je m'en fous. Les 4 autres vont couvrir exactement la perte que j'ai eue là, et ça va pas me faire des insomnies pendant 3 mois comme j'ai pu l'avoir sur une opération. Où je pensais que c'était un clap de fin. Hop, on arrête, c'est fini. Il se retire du marché immobilier. J'aurais rebondi avec mes connaissances, c'est pas ça. Mais ça t'aurait mis un sacré chaos, quoi. Tu vois? Ouais, complètement. Et donc, du coup, ta meilleure opération? Du coup, écoute, c'est Avenue Plasky, 144. Je rachète. J'ai eu du culot, là. Parce que ça appartenait à 2 propriétaires différents. Donc, il y avait un plateau de 1500 mètres carrés, un autre plateau de 500 mètres carrés. Donc, éparpillé sur 4 niveaux, dans une copropriété. Très important le mot, écoutez, hein, dans une copropriété, où j'avais juste un acte de base qui me disait qu'on peut diviser chaque demi-plateau, chaque plateau en 2, où on peut faire 2 logements des 2 côtés. Okay? Juste lecture dans l'acte de base, je vois ça. Et je sais qu'on allait transformer un étage au préalable. Je signe une option d'achat sur un des premiers plateaux, en mettant que mon option est valide si j'arrive à signer l'autre. Okay. Pourquoi je fais ça? Parce que le premier achat, je négocie à 1,5 million, je crois, les 1600 mètres carrés. Okay, ouais. Mais en fait, j'ai pas l'argent. Je suis bloqué dans des autres opérations. J'ai pas encore suffisamment de fonds. Mais après, il faut les travaux aussi. Donc, je sais que c'est une opération qui va me coûter 4 millions. Je signe une option. J'essaie d'avoir un deal avec le deuxième plateau de 500 mètres carrés. Qui étaient en vente, les 2 plateaux? Ouais, ils étaient en vente simultanément. Pourquoi j'ai signé d'abord une option? J'ai dit, voilà, je vous l'achète au cas où je peux négocier, avoir le prix que je veux avec le deuxième. Moi, dans ma tête, je laisse traîner l'affaire du plateau du deuxième étage de 500 000 euros. Je ne me mets pas tout de suite d'accord parce qu'il faut que je trouve un investisseur pour faire le projet avec moi. Tu vois? Parce que ça va me coûter 4 millions, je ne les ai pas. Donc, entre-temps, voilà, je sonde, etc. Je trouve un investisseur, je vous en parlerai plus tard. Je lui envoie le dossier en fonce. Je valide la deuxième option. 2 millions, j'achète le produit. Okay?
je pense, j'ai plus les chiffres exacts, mais je crois que j'ai payé 2 100 000 actes en main. Donc, ça veut dire frais de notaire compris. Okay. L'investisseur, comment je l'ai eu? C'était quelqu'un que j'avais rencontré. C'était un fabricant de portes, c'est les portes en acier Stylite. J'avais rencontré parce que j'avais commandé une porte et il manquait une pièce. C'est son ouvrier qui devait m'apporter la pièce, mais finalement, le boss était à Bruxelles, c'est lui qui m'amène la pièce au bureau. Et il me dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie, etc. Je dis, je fais ça, je fais de l'achat-vente, etc., etc. Et il me dit, moi aussi, il me dit, mais je suis de Courtrai, si tu as des trucs à Bruxelles, tu peux me les proposer, j'en achèterai, tu vois. Je peux acheter des produits. J'aime bien faire des opérations achat-vente. Je dis, OK. Un jour, je me rends chez lui, quand j'ai eu l'opportunité avec Ski, j'ai mon plan financier qui est établi. Je dis, écoute, j'ai un projet là, voilà, il faut mettre 500 000, tu peux gagner 150, 200 000 dedans. J'ai un immeuble ici, tu dois mettre 700 000, tu peux prendre 300 000 de plus-value. Et j'ai ça ici, mais je le vends pas. Il me dit, pourquoi tu le vends pas? J'ai dit, parce qu'il y a trop d'argent à gagner. Il m'a dit, comment? J'ai dit, écoute, j'ai fait un plan financier sur cette opération. J'ai dit, on peut gagner 1 million d'euros. Et je dis, là, je ne vais pas vous le vendre. Même si vous me proposez 200 000 euros pour que je vous cède mes 2 options. Je dis, non, je ne suis pas d'accord. Je cherche un partenaire. Il me dit, laisse-moi étudier le dossier. Il étudie ça le vendredi soir. Lundi matin, à 8h, il m'envoie un message, OK, go. Mais je lui dis, quand je suis devant chez lui, j'ai dit, en fait, j'avais des fonds, mais c'était dans des autres opérations. Alors, je lui dis, écoute, mais il y a juste une chose que tu dois savoir. Il me dit quoi? Je dis, moi, j'ai pas d'argent, mais j'ai le savoir-faire. Et puis, il m'envoie un message lundi matin. Il m'a dit, OK, go. Puis, il me téléphone. Il me dit, il y a juste une chose que je veux. J'ai dit quoi? Il m'a dit, je veux que tu mettes 100 000 euros. Et on crée une boîte à 2. Je me dis, comme ça, je sais que tu as un intéressement parce que si tu mets pas d'argent, tu vas me laisser et moi, je serai dans la merde. Ouais. J'ai pas de problème. Je débloque 100 000 euros. Je mets 100 000 euros. Je mets 100 000 euros et le gars, il met 4 millions. On a associé 50-50. 51-49. Il m'a dit, écoute, pour la bonne forme, je veux 51 parce que je veux être quand même maître de... Je mets quand même 4 millions, tu vois. Ouais. Enfin, 4 millions, quand je te dis 4 millions, il met 1,5 million en fonds propres et il lève 2 millions sur la dette. Okay. Tu vois. Ouais. On achète le bâtiment. Je lui dis, le permis, t'inquiète, en 6 mois, c'est bon. Covid arrive. Permis, tu sais combien de temps? 26 mois. Oh, 26 mois, commune de Schaerbeek, région bruxelloise. Je tombais sur un gars, un espèce qui s'appelle... qui travaille à la région de Bruxelles, qui absolument voulait me destroyer dans ce dossier. En fait. Et donc, j'étais en porte-à-faux, j'étais mal à l'aise vis-à-vis du gars, parce qu'on a acheté le truc de millions. J'ai promis un permis rapide, permis sort pas. On me dit oui. Dernier moment, de nouveau refus. Finalement, j'obtiens mon permis. On lance les travaux. Tu as attendu de ton partenaire? Bien sûr, mais moi plus, parce que je me sentais mal à l'aise, tu vois. Ouais. Même si j'ai mis que 100 000, attends, j'ai engagé quelqu'un, il a mis 2 millions de francs propres, il a pris 2 millions en effet crédit, tu vois. J'ai mon permis, on fait les travaux, 13 mois. Magnifique produit, tout terminé. Mais j'ai passé 1 an de ma vie à être 2 fois par jour sur le chantier. Pas l'oublier. On finit le produit. Alors, ce qui était fantastique, c'est que j'avais fait un plan financier où on vendait les appartements à 350 000 euros. On en avait 14. Okay. Entre-temps, Covid est rentré. Les prix ont explosé à la sortie du Covid. J'ai vendu les appartements entre 450 et 500 000 euros. On espérait gagner genre 1 million, on a fait 2 millions de bénéfices, tu vois, sur l'opération. Le problème que j'ai eu, je vais te l'expliquer maintenant. Ça, c'était la belle partie. Coût total, 4,5 millions de l'opération, mais tout compris, hein, frais intercalaires, etc. Ah oui, alors, il faut savoir une chose, hein, dans cette opération, hormis les frais des travaux, j'en ai eu pour quasi 350 000 euros de frais divers. Intérêt bancaire, oui, quand ton permis traîne sur 2 millions de lignes de crédit, ça douille hein, tous les mois, tu vois. Pareil, architecte, rénover, changer 10 fois les plans. Je me suis retrouvé dans des galères où j'ai dû acheter des emplacements dans le plateau du voisin, etc. Enfin, c'est toute une histoire. Alors, la galère, c'est quoi? C'est que moi, arrivé en avril 2023, je pense, j'anticipe. Je dis au notaire, voilà, tout est prêt. Je vais convoquer des assemblées générales avec 14 personnes pour les mettre d'accord sur la division de l'immeuble. Parce que le permis, quand tu es dans une copropriété, eux, ils s'en foutent qu'il y a des trucs qui ne t'appartiennent pas. Ils te disent qu'il faut créer des locales à vélo. Donc, j'ai dû prendre des emplacements privés à moi de parking. J'en avais 26 que j'ai attribués à des emplacements de vélo. J'ai perdu 5-6 parkings comme ça, tu vois, pour faire des emplacements en vélo, pour faire des caves. J'ai sacrifié des parkings pour faire des caves. Tu vois, c'est pas grave, tu vois. Mais je dois réunir 14 personnes. Je dois avoir l'accord de toutes les personnes de la copropriété pour modifier l'acte de base. Parce que j'ai créé des nouvelles unités. Mais ces unités, pour pouvoir les vendre, il faut qu'ils soient reconnus au cadastre. Pour qu'ils soient reconnus au cadastre, il faut un acte de base, il faut un géomètre, il faut une division. Et puis, il faut modifier l'acte de base de l'immeuble pour qu'il soit reconnu dans les statuts. On est d'accord. Moi, j'anticipe tout ça. Je connais. Je l'ai fait plein de fois. Juste que le fait que je sois en copropriété, je savais qu'il fallait faire une réunion avec les copropriétaires qui disaient d'accord. Dedans, j'ai Marie Arena. C'est pas, tu vois, très sympa. Je m'entendais super bien avec elle, tu vois. Voilà, il y avait 14 personnes que je devais réunir. Alors, j'appelle le notaire en avril. J'ai dit, écoutez, moi, je lance mes ventes en juillet. Je vous ai déjà tout envoyé pour l'acte de base. Est-ce que vous savez avancer? Ouais, on avance. Les mois passent. Moi, je continue les ventes. Donc, j'ai 14 biens sous compromis pour une valeur de vente de 6,5 millions. On doit signer le premier acte en décembre, 2023, je pense. En février ou mars 2024, il y a déjà une première tranche à rembourser à la banque d'1 million d'euros, tu vois, sur le projet, sur un total de 2 millions, 2,5 millions. On est arrivé
vers octobre-novembre. Moi, je relance tout le temps le notaire hein, pour l'acte de base. Écoutez, pourquoi il n'est pas prêt, etc. J'ai fait la réunion, j'ai fait l'assemblée générale, comme vous m'avez dit. Vous m'avez dit qu'une procuration à l'assemblée générale du syndic, pour le syndic de tous les copropriétaires, c'est OK. J'avais fait une assemblée générale. J'ai présenté les plans de division à tout le monde. Tout le monde était d'accord, c'était proprement, j'avais tout bien fait, etc. J'ai dit, voilà, vous avez même des espaces pour vous, pour les vélos, vous pouvez en profiter, etc. Arrivé à la signature de l'acte de base, l'acte de vente, genre le 6 décembre. L'acte de base, le notaire me téléphone hein, le 1 novembre. À 7h30 du matin, il me laisse un message. Oui, monsieur Tufekci, il y a un petit problème pour la signature de l'acte de base. Je pense qu'il y a une petite incompréhension. On va pas pouvoir signer l'acte la semaine prochaine. Ça, il raccroche. Je me lève le matin, j'écoute ça. Je dis, mais il est complètement fou. Lui. Je me rends chez lui. Je dis, c'est quoi le problème? Oui, bon, pour l'acte de base, je pensais que c'était suffisant, la procuration pour le syndic pour signer. Mais il s'avère que, dû à une mauvaise. Attends, je dis, tu vas en venir où, maître? Il faut l'accord de tout le monde. Vous voulez en venir où, là? Oui, mais je pense que c'est communication. Je dis, non, attendez. Je ne fais jamais d'erreur. Je dis, expliquez-moi qu'est-ce qui s'est passé. Il nous faut un acte authentique de tous les propriétaires. Moi, je deviens blanc. Je dis, il faut réunir 14 personnes. Et le pire dedans, c'est quoi le pire dedans? À l'Assemblée générale, il faut que 90% des voix. Donc, il y a une personne qui a un parking, je ne le trouvais pas. Dans les Assemblées générales, tout ne venait jamais. Une personne, elle ne venait jamais. Moi, j'ai tout de suite tilté. Je me dis, putain, mais il y a une personne, on ne sait même pas où elle est. Imaginez, elle vit de l'autre côté du monde, ou je sais pas. Et il nous faut une procuration authentique qui ne va jamais. J'ai qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas signer l'acte de base. Et donc, on ne peut pas signer les actes de vente. Je dis pourquoi, maître, expliquez-moi pourquoi. Il me dit, oui, le fait que vous avez des CD, des emplacements de parking à la copropriété, je leur ai donné. Il m'a dit, c'est assimilé à une vente et il nous faut une acceptation de la copropriété que vous acceptez, la copropriété accepte ces parkings, en fait. Tu vois? Ça, franchement, je ne le savais pas. Mais je lui ai dit, attendez, moi, je suis venu vous voir en juin, en mars, en mai, etc. Votre collègue, le notaire à côté, qui se cache, là, j'ai dit, hein. Celui-là qui se cache là, votre confrère, j'ai dit, appelez-le qui vient ici, je dis. Dans les yeux, il m'a dit, ouais, c'est suffisant. Je dis, pourquoi il se cache? Je dis, je m'en fous, ouais, tu veux pas venir passer et tout. Et le notaire, il vient pas, il bouge pas de sa place. Ah, il sait que je suis en feu. Putain, moi, j'ai maître. J'ai maître. Je dois rembourser 2-3 millions d'euros. J'ai déjà signé toutes ces ventes. Il y a des gens qui ont vendu leur appartement qui doivent s'installer ici. Vous êtes en train de foutre une merde catastrophique, j'ai dit. Vous savez quoi, j'ai dit? Prenez vos mains. J'ai signé l'acte de base. C'est vous qui avez fait l'erreur, non? Ouais, non, mais je suis propriétaire dans l'immeuble, je peux pas. J'appelle ton collègue qui vient de signer. Il dit, ouais, mais écriture et tout, acte. Je dis, je m'en fous, trouve une solution. C'est toi qui as foutu la merde. Et j'ai moi qui vais en subir les conséquences. Écoutez-moi bien, je vous dirai un truc. Moi, si je signe pas ces putains d'actes, je dois rembourser genre 2 millions en janvier-février. Si je sais pas les rembourser, il faut venir faire saisie. S'il faut une saisie, je vais me retrouver à la rue et peut-être mes enfants. Je dis, mais je vous dis une chose, hein. Ils seront pas les seuls à la rue. Hein. Je dis, moi, je viens dans ce bureau, je retourne tout. Hein. Et je viens chez vous. Hein. Parce que c'est vous qui avez foutu la merde dans cette opération. Hein. Excusez-moi, monsieur, tout réglé. Si pour mardi, c'est bon. Je dis, ça devait être fait pour il y a 3 mois. Je dis, pourquoi vous me dites pour mardi, c'est bon? J'ai une gestionnaire qui m'appelle après. Elle me dit qu'elle dit rien, je lui ai remis les points sur les. Elle m'a dit, dès que t'es parti, les 3 notaires sont réunis. Réunion de crise, tout le monde. Ils sont rentrés, ils ont dit, vous arrêtez tout ce que vous faites ici. Tous les gestionnaires. Plus aucun dossier. Vous occupez que du dossier de VDM Promotion de monsieur Tufekci. Il faut qu'on ait les 14 signatures authentiques pour le plus vite possible. Et pour le mardi, il les a réunis. Et ça nous a permis de signer et de passer l'acte de base. Voilà. Et là, j'aurais pu laisser gros, quoi. Tu te rends compte? Tu dis, putain, j'ai 6,5 millions de compromis, je vais gagner 2 millions. Et tu arrives une semaine avant où tu apprends que tu vas peut-être perdre 2 millions, en fait. Et tu vois rouge, tu te dis, putain, mais je pourrais jamais vendre ces appartements, en fait. Tu vois? Tant que j'ai pas ça. Déjà quasi 2 ans. S'il y avait une personne dans l'immeuble qui me disait, non, moi, je viens pas. Tu sais, un gars qui dit, j'aurais mal parlé pendant les travaux. Ah, ferme ta gueule. Il y a les horaires de la construction, va te plaindre ailleurs, tu vois? Tu te rends compte, le type, il dit, je viens pas. Ça aurait pu, hein, t'as eu de la chance. Ouais. Non, mais j'ai été très. Personnes, déjà pendant les travaux aussi, tu sais, à un moment donné, pendant 6 semaines, 3 marteaux piques à détruire 2000 mètres carrés de chape. Putain, il y a des gens qui travaillent en bas. J'aurais acheté des casques anti-bruit, etc. Tu sais, j'ai toujours été complaisant et j'ai essayé de bien être. Je comprends les gens, je comprends comment ils fonctionnent, tu vois. Mais voilà, ça, c'est la seule fois où, voilà, j'ai vraiment, pendant 2 semaines, j'ai très, très mal dormi. Ouais, vraiment. Et le pire, c'est que je n'osais pas tout expliquer à l'autre, quoi, à l'investisseur. Encore plus mal. Et après, voilà, quand ça s'est dénoué, qu'on a signé, t'as 2 millions de plus-value qui rentrent, c'est top, quoi, tu vois. Après, c'était 1 million chacun. Mais voilà, ça m'a pris quand même 3 millions, quasi 3 ans et demi sur la totalité de l'opération, tu vois. Donc, je fais des opérations où je prends 500-600 000 euros sur des laps de temps plus courts, hein, en 7-8 mois, rue du Noyer, sur 8 mois, 1 an, voilà. Prix total 1 150 000, prix de vente 1 650 000. Entre l'achat et la signature des actes, ça m'a pris 12 mois, j'ai pris 500 000. Tu vois? Donc, c'est pour ça que je préfère travailler sur des petits immeubles, mais en plusieurs fois, plutôt que de mettre beaucoup de billes dans un gros bâtiment, tu vois, et avoir ce genre de risque inattendu, quand bien même je suis capable de tout anticiper. Tu vois? Ouais, bien sûr. Mais ça, je ne l'ai pas anticipé. Mais si moi, je ne l'ai pas anticipé,
C'est le notaire qui doit le faire. Pourquoi tu payes un notaire, en fait? Parce que le mec, il signe 14 actes. Il signe un acte de base à 7 000 euros. Il signe 14 actes, ça lui rapporte contre 3 000, 2 000, 2 500 euros d'honoraires en moyenne. C'est un dossier à 50 000 balles pour lui. Il n'est pas capable de penser à ça. C'est le plus gros dossier qu'il a chez lui. Tu vois? Donc, le problème, c'est que dans ce métier, pourquoi de temps en temps, tu dois aussi avoir des connaissances plus riches que juste ce qui t'intéresse, c'est-à-dire en architecture, en droit, en urbanisme, en sciences, ça, parce que les intervenants avec qui tu travailles, t'es pas à l'abri que eux fassent une erreur. Mais c'est qui paye le prix? C'est toi qui paye le prix. C'est pas lui, au fait. Ouais. Tu vois? C'est comme quand je vends des immeubles, les architectes qui viennent, ils disent à son client, ouais, c'est très bien, on va pouvoir facile, etc., etc. Mais en fait, je me mets à la place de l'acheteur. Je me dis, c'est un novice, il connaît pas. En fait, pourquoi il le rassure, le type? Parce que quand il le rassure, lui, il achète et lui, il a un contrat. C'est tout. Faut pas chercher plus loin. Ah oui. Tu vois? Tu ne pas croire qu'ils sont tous blancs comme neige. Hein. Un architecte, quand il te fait un cahier des charges, un maîtrise, une soumission, tu crois quoi? Tu crois que c'est les prix que tu payes vraiment à l'entrepreneur? L'architecte, il prend 10-20% sur ce prix-là. Il te facture déjà à toi. Le suivi de chantier, 6, 7, 8, ils veulent 12%, mais moi, je ne paye pas plus de 6, tu vois. Mais à côté de ça, l'entrepreneur à qui il va confier la soumission? Si tu ne le connais pas et c'est lui qui te le redirige, tu crois quoi? Tu crois qu'il ne gagne rien dessus? Il bouffe dessus aussi. Hein. Bien sûr. Tout le monde bouffe. Tout le monde sait de gagner de l'argent. Donc, c'est à toi d'ouvrir les yeux et essayer de court-circuiter. Et à un moment donné, voilà. C'est là que tu fais la différence, en fait. C'est quand à un moment donné, tu ne dépends plus de tous ces tiers-là et que tu as tes propres sources, que ce soit à l'achat, que ce soit en travaux, que ce soit en bâtiment, que ce soit en ci, en ça, tu vois. Et c'est là que tu peux générer des plus-values qui sont plus importantes. À partir du moment où tu vas optimiser tous ces coûts, en fait. Tout à fait. Donc on a vu plus grosse, le meilleur projet, mais plus de risques. Donc. Ouais, voilà. Et c'est pour ça maintenant, Nivelles, je m'en suis défait. J'ai pas envie de revivre cette expérience, en fait, tu vois. Et je me dis, voilà, mener des petits projets, c'est très intéressant, c'est gai. Et alors, ne pas rester longtemps dans un projet, c'est chouette aussi, tu vois. Quand tu restes 2-3 ans avec le même truc, tu t'en lasses. C'est mieux d'avoir chaque fois des bâtiments différents. Chaque bâtiment a son lot de surprises ou, tu vois, de difficultés, de facilité, tu vois. Et du coup, voilà, ça donne des expériences différentes, je préfère. Un exercice qu'on fait aussi de temps en temps, c'est si, imaginons, on te donne 100 000 euros, qu'est-ce que tu fais avec ces 100 000 pour investir? Imaginons, t'as pas d'autre cash sur le côté, on te file 100 000 euros pour investir dans l'IMO. Ce serait quoi ta stratégie pour faire fructifier ça? Je fais directement de l'achat-vente, tout de suite. Je fais rien d'autre. Je mets de l'argent nulle part d'autre, je mets que dans l'immobilier. J'ai mis de l'argent, hein. L'autre jour, je regardais un reportage où on parlait de montres et de ci et de ça. Des montres, j'en ai à l'appel, des voitures, j'en ai. Je mets pas de l'argent dans tout ça. Parce que pour moi, ça reste des passifs. Même si une montre garde la valeur, mais c'est de la valeur qui va pas générer plus de valeur. Ouais, un peu plus, mais quoi. T'as acheté 15 000, elles vont 20 placement qu'un investissement. Oui. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Mais pour faire de l'argent, l'immobilier, c'est tout. Pour moi, dans la vie, c'est pas faire plus d'argent que dans l'immobilier. En tout cas, à mon échelle. Voilà, je suis pas un ingénieur dans la finance, ceci ou cela. Je prends 100 000, je vais à la banque. Ok, je trouve une opération à 400-500 000 euros. Les 100 000 euros vont me servir. Du off-market ou peu importe, tu passes par une agence Ben, écoute, tu sais, le terme off-market est très très à la mode. Hein. Mais c'est pas parce que c'est off-market que c'est une bonne affaire. C'est hein. une bonne affaire. C'est juste, c'est devenu un terme tellement générique. Je reçois même des emails, mon bien en off-market avant de le publier. Mon bien, j'ai même vu le terme vente privée. Ouais, pas mal, hein. C'est pas ça qui est important, hein, tu vois. Le off-market, ouais, c'est un bien sur lequel peut-être tu auras la priorité de l'information. Mais c'est pas pour ça que c'est une bonne affaire. Bien sûr, oui. Tu vois. Mais quand c'est une bonne affaire, c'est chouette. C'est parce que t'es pas en concurrence avec d'autres personnes. T'as plus de temps, c'est vrai. Ouais, exactement. Tu es en contact directement sur le bien avec le propriétaire, t'es le premier. Peut-être que tu vas réussir à conclure l'affaire. Mais c'est pas dit que t'es le premier que tu conclus l'affaire non plus. Tu vois. Dernièrement, tu sais, vous allez rigoler. Hein. Le projet que je viens de te citer, Colonel Bourg, 92. C'est où je l'ai trouvé? Sur ImoWeb. J'ai une recherche enregistrée des bâtiments de bureaux uniquement. Jusque 5 millions, Bruxelles, bâtiment de bureau. Je regarde que ça, je regarde pas les autres. Ouais, je l'ai trouvé là. Il t'a annoncé à 990 000 euros. J'étais à l'étranger, je suis revenu, j'ai appelé pour voir s'il était toujours disponible. Il m'a dit, ouais, quelqu'un qui a une option dessus, etc. Je suis OK, c'est qui, quoi? J'ai renseigné, j'ai trouvé c'était qui, j'ai eu l'info, je me suis dit, OK, il va pas l'acheter. Je sais qu'il va pas acheter ce gars. J'appelle l'agent immobilier, j'écoute, moi c'est Attila. Ouais, je te connais. Je dis, OK, je veux visiter. Je dis, tu m'as fait visiter déjà, après tu me dis qu'il y a une option, je dis, tu me fais perdre mon temps, ça j'aime pas. Je dis, mais moi j'achète. Tu vois? Et je dis, l'autre gars, il en est, ouais, ça va pas passer. Je dis, bah écoute, tu essaies d'annuler au plus vite. Une fois que j'ai la preuve que c'est annulé, je me positionne. J'ai acheté l'immeuble 840 000 euros. J'ai une expertise ING, dans l'état actuel, 1 150 000. Alors, faut pas me dire qu'il n'y a pas d'affaires sur le marché. Ça, c'est une affaire au vu du grand public. Hein. Ouais, complètement. Moi, sur ce produit, je t'ai expliqué, je vais mettre 600 000 de travaux, je vais en sortir 1 million de plus-value. Donc, si aujourd'hui, on me dit il n'y a pas d'affaires, je comprends pas. L'off-market, c'est bien parce que ça t'évite la concurrence. Tu vois? Mais comme je t'ai dit, c'est pas toujours des bonnes opportunités. Moi, j'en reçois plein, en fait. Hein, tu vois? Mais je trie.
hop, comme des déchets, je jette, et il y en a, je garde. Voilà. Voilà, c'est ça qui est important. Et puis je te disais quoi? Ah ouais, si tu me donnes les 100 000 euros, bah, c'est ça. Je fais une opération d'achat-revente. Je trouve un produit à entre 4 et 500 000 euros. Les 100 000 euros vont me servir d'apport en fonds propres à la banque. On te demande 20% plus ou moins, tu vois. Je mènerai l'opération. J'essaierai d'en dégager au minimum 150 000 euros sur 500 000 euros. Sinon, je ne fais pas l'opération. Donc, tes 100 000 euros sont transformés en 250 000 euros très vite. Hein. Avec 250 000, tu vas chercher 700 800 000. Tu reprends 200 000, sont transformés à 400 500 000. Ça va très vite. Hein. Tu doubles. En fait, les leviers te permettent, si tu fais des bonnes opérations, de doubler ton apport de fonds propres à chaque fois. Tu vois? Donc, avec 100 000, sur la première année, tu prends 100, 150 000, 250. La deuxième année, tu vas prendre 250, ça te fait 500. En 3 ans, je te fais 1 million avec 100 000 euros. Et c'est faisable. Hein. Je ne balance pas de la poudre aux yeux comme Oui, bien sûr, beaucoup de vendeurs qui te racontent n'importe quoi sur Instagram. Tu sais, pour le moment, il y a un truc qui m'insupporte, c'est quoi? C'est tous ces gens qui vendent des formations d'options, cibles croisées, etc. Ils sont en train d'envoyer les gens au casse-pipe. Écoute, je ne vais pas te donner le nom, mais j'ai été assister à un séminaire il y a 2 semaines de quelqu'un qui vend ça à 8 500 euros. Je me suis dit, je vais aller écouter et voir ce qui se passe. Tu sais, j'étais assis, j'ai pas pu m'empêcher d'intervenir parce qu'il débitait de la merde, en fait. Surtout sur la manière de se faire rémunérer sur sa session d'options. Tu sais, quand tu as des particuliers dans une salle, tu as 150 personnes. Hein. Tu sais, ils sont issus de toute la couche de la population. Hein. Des gens très sympas, mais à qui on vend du rêve. Il y en a un, il était pizzaïolo. Il y en a un, il était docteur, je crois, ou je sais pas quoi. Il y en a un, il était infirmier. Ok, c'est bien l'immobilier. C'est chouette de se projeter dans des opérations d'options, c'est cible, je vais gagner de l'argent, etc. Mais ils savent pas dans quoi ils mettent les pieds, en fait. Hein. Et surtout, si tu es mal guidé, mal accompagné, on te donne de la désinformation. Mais tu vas droit au casse-pipe. Hein. En somme, ils expliquaient que tu prends... Sur Bruxelles, c'est déjà plus valable. C'est impossible. À Bruxelles, tu as un immeuble, 4 unités. Il te dit, voilà, tu l'as acheté 400 000 euros, tu revends 4 fois 120 000 euros. Tu cèdes 100 000 plus 20 000 euros de prime d'option. Tu vois? Mais le problème, tu ne sais plus le faire parce que le locataire a un droit de préemption. Tu vois? Donc, ton dernier lot, même s'il te revient à 20 000, ton locataire a le droit de l'acheter avant toi. Tu vois? Donc, c'est déjà foutu. J'en ai parlé avec des juristes, j'en ai parlé avec mon notaire. Il n'y a pas de moyen, on n'a pas encore trouvé quelque chose qui te permet de passer au travers les mailles. Tu vois? Donc ça, c'est bloqué à Bruxelles, c'est fini. Sauf si tu as un logement qui est vide à la fin, tu rachètes ce logement et que tu revends, tu dégages ta plus-value. Alors à 14h, il fait intervenir, moi j'ai pas peur de dire les choses. Il y a des gens qui ne le diront pas, moi je le dis. Il fait intervenir 2 fiscalistes, soi-disant, qui ont tous 2 gamins qui ont en dessous de 30 ans, qui vont apprendre à ces gens la fiscalité immobilière. Je suis sûr que vous avez suivi les cours et que vous avez peut-être appris des choses avant d'avoir votre diplôme. Mais là, en l'occurrence, ce que vous avez raconté, c'est du bullshit, en fait. Ouais. Et vous pouvez mettre des gens dans la merde. Donc, il faut éviter ce genre de discours. Tu sais ce qu'ils disent? Ils disent, ouais, tu prends une option cessible, on va vous apprendre la fiscalité, c'est très facile. Donc, vous prenez une option sur un bâtiment, par exemple, à 200 000, vous le cédez à 230 000 euros, vous gagnez 30 000 euros au passage, vous pouvez le faire comme particulier. Et hop, il passe à un slide qui passe en société. J'ai attends. Il y a beaucoup de particuliers ici qui ne sont même pas indépendants, qui ne sont pas en société. Je dis, ce que vous racontez là, je dis, venez un peu en arrière. Je dis, parce que la cession d'une option, c'est une prestation de service. C'est quelque chose qui est soumis à la TVA. Donc, quand tu as un bâtiment à 200 000 et que tu cèdes ton option à 230 000, les 30 000 euros, tu dois donner une facture au notaire pour qu'il te paye les 30 000 euros. Et c'est soumis à la TVA. Donc, c'est 30 000 moins 21%, c'est 24 000 plus TVA. Et sur ces 24 000, tu as un impôt à payer. Il ne faut pas l'oublier. Tu vois. Et si tu es indépendant, ça veut dire que tu payes des cotisations en SS aussi. Mais là, ils disent à des particuliers, vous pouvez le faire. Et je dis, non, ils ne peuvent pas. Oui, mais vous anticipez ça en société, les facturations. Je dis, non. En personne physique aussi, j'ai dit, explique-moi comment tu prends ton argent. Il me dit, ouais, mais tu vas chez le notaire, ton document de cession d'option, là, il y a le delta de 30 000 euros, c'est assez pour que le notaire, il te paye. Mais je dis, mais t'es complètement fou, toi. Il n'y a aucun notaire qui va te faire ça. Mais je lui ai laissé une réserve. J'ai demandé la semaine passée, au notaire Pablo de Donker, avec qui je travaille souvent. Je dis, Pablo, est-ce que tu accepterais de payer sur base d'un document de cession d'option? Il m'a dit, t'es fou. Il m'a dit, c'est comme si j'étais complice d'un détournement TVA. Bah oui. Il dit, je ne vais pas payer 30 000 euros d'un truc de cession s'il n'y a pas une facture. Et là, ils sont en train de vendre aux gens que c'est faisable. Donc, ils les mettent déjà dans l'illégalité, dans quelque chose qui n'est pas faisable. Le seul moyen de le faire, et encore, il faudrait l'avoir anticipé, c'est de prendre le régime de la franchise en personne physique et être en dessous des 25 000 euros. Attends. Ah oui. Ensuite, à côté de ça, je leur dis, il faut être professionnel pour faire ça. Donc, il faut qu'ils aient un numéro de TVA, etc., qu'ils puissent facturer. C'est ce qu'il dit. Ce fiscaliste a 2 balles. Les deux, en plus. À 2, ça fait 4 euros. C'est ce qu'ils disent. Mais écoute les conneries qu'ils débitent aux gens. Je peux pas, moi, ça me révolte. Attends, ils envoient les gens, je te dis, faire n'importe quoi. Oui, mais quand vous faites ça de temps en temps, vous n'êtes pas qualifié comme professionnel, alors on peut le faire. J'ai dit, écoute, dès que tu parles d'un terme qui s'appelle option, cessible, t'es un professionnel, mec.
T'es pas dans le cas de, pas bon père de famille parce qu'on dit plus, mais gestion prudente et diligente. Ex-bon père de famille, tu vois. Il dit, on rentre dans ce cadre, le fisc va pas vous emmerder. Mais j'arrête de raconter n'importe quoi, j'ai dit. J'ai dit, OK, ça va. Ton deuxième exemple. Tu as dit un immeuble à 4 appartements, tu fais une session, 4 unités. J'ai dit, il faut être sacrément costaud pour convaincre le fisc que tu as pris une option sur un immeuble à 4 unités dans le but de les céder et que c'était pas une opération professionnelle. Surtout que tu as fait une formation juste avant pour savoir comment le faire. Tu vois? Et alors là, ils étaient, voilà, et ils vendaient cette formation à des personnes. Moi, je veux bien que tu vendes des formations, mais fais-le bien en fait. Fais pas n'importe quoi. Adresse-la à des professionnels. Ouais. Ne fais pas rêver quelqu'un voilà, qui a un métier qui n'a rien à voir. Tu peux lui dire, OK, tu veux le faire? Ben, tu sais, quelqu'un, moi, je dis pas que c'est réservé uniquement à une élite, tu vois. C'est pas réservé qu'à moi ou quelques opérateurs à Bruxelles. Mais par contre, quand tu veux te lancer là-dedans, déjà au préalable, assure-toi d'avoir fait 1, 2 ou 3 investissements locatifs où tu as fait des petits travaux toi-même ou par l'intermédiaire d'un entrepreneur, tu vois, d'avoir mis un locataire en place, d'avoir peut-être revendu un de tes biens. Fais-toi les dents. T'as vu, moi, pour en arriver là, tout le parcours que je t'ai expliqué, j'ai commencé à agent immobilier 2007, j'ai fait mes premières opérations d'achat-vente en 2015, après avoir acheté déjà 4-5 biens juste à titre d'investissement, 5-6 biens, 7 biens, tu vois. Donc, tu vois, plus le bagage juridique que j'avais, le bagage en compétences, le bagage en travaux, c'est là que tu peux faire ça. Mais là, ici, essayer de former des gens, leur soutirer 8500 balles pour leur raconter de la merde en plus, je suis désolé, mais il faut que ce soit dénoncé. Vous pouvez compter sur moi, moi je dénonce tout. C'est pourquoi je dénonce? Parce que j'ai de la légitimité. Je sais ce que je vaux et je sais le niveau d'excellence que j'ai dans ce que je fais. Tu vois? Et là, ils sont en train de raconter de la merde aux gens. Tu vois? Et c'est ça qui est malsain. Parce que premièrement, la personne, elle peut se retrouver dans la merde, rater une opération, penser qu'il allait gagner de l'argent alors qu'il n'a pas un bal de côté et se retrouver endetté à hauteur de 50 000 € parce qu'il doit payer les dommages et intérêts pour l'option qu'il n'a pas levée. Tu vois? Et ça peut détruire des familles, ça peut détruire une personne, ça, au fait. Tu vois? Et voilà. Donc, il faut que les gens prennent conscience de ça. C'est bien avant de s'engager avec qui que ce soit. Mais bien sûr, tu sais, les pubs, là, elles pleuvent en ce moment. Gagner 50 000 sans banque en faisant de l'achat-revente, gagner 80 000 en faisant de l'achat-revente sans banque. Tu vois? Et c'est toujours les mêmes, hein. C'est toujours les mêmes. Hein. Il y en a un, il est reconnu comme escroc dans la profession. Il continue à exercer uniquement via Internet. Je crois qu'apparemment, quand il fait une vente, il envoie des PDF et des vidéos, paraît-il. On a un deuxième, là, qui s'est récemment aussi improvisé un peu dans le secteur. Mais tu sais, les termes sont importants aussi. Quand il dit vous allez acheter et vous allez revendre l'option. Déjà, le mec, t'as compris sa compétence quand il te dit vous allez acheter. Mec, tu fais une option, t'achètes pas. T'es candidat acquéreur. Tu comprends? C'est différent. Et aux yeux du fisc, un acquéreur et un candidat acquéreur, c'est un document d'option. C'est une grande différence. C'est une vente en triangle parce que tu recèdes derrière. Et là, tu te fais massacrer. Parce que c'est cette fois les droits d'enregistrement. Tu vois? Ça pique. Non, mais comme tu dis, mais c'est bien justement de le, entre guillemets, de le dénoncer parce que c'est vrai que derrière, ça, comme tu l'as dit, ça ruine des familles. Ça peut être très dangereux, bien sûr. Mais tu sais, regarde les impacts, c'est bête. Hein. Admettons, tu as trouvé un notaire qui a accepté de te payer cette différence de 30 000 €. Tu vois? Sur ton option. Rare, hein? Mais un qui n'y connaît pas, on va dire. Dans le fin fond de la Wallonie. Hein, parce qu'à Bruxelles, ils sont un peu plus réveillés. Il te fait ce paiement. Toi, t'as encaissé. Hein? Dans 8 mois, 1 an, déclaration fiscale, le fisc te tombe dessus. Okay? Ils te disent quoi? Pour moi, tu es un professionnel. Déjà, tu as éludé la TVA. Tu n'as pas fait de facture. Donc, je te donne 24 000. Je vais te taxer à l'IPP, vu que tu n'étais pas en société. 50%, 12 000. Amende. Mais je considère aussi que pendant cette période, vous étiez indépendant. Il faut vous payer des ONSS. Qu'est-ce qui te reste sur les 30 000? Que dalle et des emmerdes. Plus tu as dû payer un avocat, t'en perds d'argent, en fait. Et c'est sans compter les accroissements, hein, 200%, ils l'appliquent tout de suite. Exactement. Voilà, c'est ça. Non, bien sûr, c'est beaucoup d'aspects auxquels il faut faire attention. Écoute, il y a un mois, j'ai un ami qui me téléphone. Il me dit, Attila, il me dit, t'as encore beaucoup de biens en privé. J'ai dit, non, j'ai tout vendu. J'ai plus rien en privé. Tout est en société, je dis. Parce qu'en général, on dit, ouais, c'est bien de garder en privé parce que les loyers, les revenus locatifs sont non taxables, etc. Mais jusqu'à quelle hauteur? T'as 1, 2, 3 appartements, je pense que ça passe. Mais quand t'as 2, 3, 4 immeubles de rapport, ça passe plus. Hein. Le mec, ils sont tombés dessus. Il avait pas mal d'immeubles en privé. Tu sais combien sont redressants maintenant? 220 000 €, plus 10% d'accroissement. Et plus, parce qu'il a des biens en privé, et en même temps, il est professionnel, il fait marchand à côté. Mais il a acheté des biens qu'il gardait en privé, tu vois. Et son activité professionnelle, elle est en société, hein, c'est complètement différent, tu vois. On lui a considéré, on lui a dit, non, pour nous, tout ce que vous avez en privé, votre activité, c'est une activité professionnelle. Requalification, pour tous les biens que tu as en privé, les revenus locatifs, sont remontés sur 6-7 ans en arrière. Taxation, 220 000 €, plus accroissement. Plus on lui a dit aussi une chose, le jour où vous les revendez, on va vous taxer sur la plus-value comme un professionnel. Tout à fait. Maintenant,
à lui d'être un peu malin et retourner en arrière, aller vérifier tous les travaux qu'il a fait sur les biens en question, garder les factures, et tout ça, il peut les déduire, quoi. Ouais, Donc, à partir du moment où il y a mais un pour les enrôlement... 230 000 euros, il n'y échappe pas. Il doit les payer. J'ai dit ça à faire, il non. m'a dit, je vais payer. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ah, il n'a pas de choix. Ouais. Ouais, je n'ai pas le choix. Il m'a dit, ils sont intransigeants. Ils veulent rien savoir. Tu vois? Donc voilà, il y a beaucoup d'aspects à prendre en compte. Après, est-ce que tu veux te développer un petit patrimoine? Tu dis, j'ai 2 appartements, plus j'ai mon bien à moi personnel. Je trouve que pour le commun des mortels qui fait quelque chose dans la vie, c'est génial. C'est génial, mais ouais. Son propre bien, s'il a payé à échéance, donc lorsqu'il il a décidé de lever le pied ou pensionner à 60 ans, il a son bien qui est payé, plus de charge de crédit. Il a 2 ou 3 appartements qui lui rapportent, qui seront payés aussi, à mon avis, à l'échéance, qui lui rapportent 2 ou 3 000 euros par mois, plus sa maison est payée, plus là, sa petite pension. Ça te fait 5 000 euros par mois, tu as 60 ans, c'est bien. Non, Si tu n'as pas la folie des grandeurs et tu veux pas manger du caviar et boire du champagne tous les jours, je crois que tu vis bien, quoi. complètement. Donc voilà, l'immobilier, c'est un placement qu'il faut faire. Tu vois, il faut le faire. C'est très important. Tous les gens qui travaillent, qui ont une activité, etc., devenir un professionnel, c'est s'engager dans un nouveau métier. Tu vois. Mais à côté de ça, tu fais autre chose dans la vie. Eh ben, fais ton placement immobilier. Si tu es, que ce soit propriétaire ou pas encore, tu vois. Si tu es jeune, tu habites chez tes parents, c'est la situation idéale. Tout à fait. Là, tu achètes tout de suite un bien d'investissement locatif, tu vois. Et tu le continues jusqu'au jour où tu as envie d'acheter ton propre bien. Tu vois. Tu sais que j'ai acheté ma maison à 35 ans, 37 ans. Avant locataire? Ouais. Avant, t'étais locataire. De mes 25 ans à mes 37 ans, j'ai fait qu'acheter des biens d'investissement. Tu vois. Mais quand j'ai acheté ma maison, j'ai acheté la baraque. Tu t'es fait Et plaisir. ouais, mais la baraque, elle est payée comment? La baraque, elle est payée par les actifs dans lesquels j'ai investi. Mon actif me paye mon passif. Parce que ta baraque, c'est un crédit 3 000 euros par mois que tu dois payer minimum, tu vois. En dehors de l'apport en fonds propres que j'ai fait qui était costaud. Et les actifs qui génèrent des loyers payent ce passif, tu vois. Là, t'es bien, tu vois. T'as pas le regret. Parce que tu fais l'inverse, t'achètes la baraque d'abord, et puis tu veux faire tes investissements. Tu sais pas, parce que la banque va te dire, monsieur, le remboursement de la rente de votre maison accapare la majorité de votre capacité de remboursement. Tu vois. Tandis que quand c'est l'inverse, tu as 4-5 appartements, tu vois, qui dégagent du cash flow positif, ou tu en as peut-être vendu un, que tu as diminué le capital. Au bout de 10 ans, ton capital est amorti de toute façon. Ça a pris de la valeur, tu vois, ton loyer a augmenté, donc ça te laisse beaucoup de cash flow positif. Tu as 3 000 euros ou 2 000 euros de cash flow positif. Tu vas à la banque, plus on va dire que tu es quelqu'un qui travaille, un couple qui travaille, à 2, il gagne 5 000 euros. Tu as 7 000 euros par mois. Ben, c'est normal qu'ils vont te prêter 1 million d'euros pour t'acheter la ville là que tu rêves. Ouais, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Et ce qui est top, c'est qu'à un moment donné, c'est tes revenus locatifs qui vont payer la rente de la maison que tu t'es offerte. Tu vois? Ça, je trouve que c'est le parcours idéal à faire. Tu vois? Ouais. Mais par contre, à côté de ça, voilà, quand bien même tu n'arrives pas à ce stade, si tu as 1, 2 appartements, c'est un placement qui te garantit tes vieux jours. Mais le minimum du minimum, c'est d'avoir ton bien qui est payé. Parce que j'ai acheté des immeubles où malheureusement, je devais faire des travaux, où il fallait mettre des gens dehors. Tu as des personnes âgées qui ont 60, 65, 70 ans. Tu débarques, tu envoies un préavis. Je te promets que ça te fend le cœur, au fait. Hein, tu vois. Il y a des personnes qui te disent, monsieur, j'ai personne. Putain. Ça, heureusement, j'ai jamais eu dans un de mes biens à moi. À l'époque où j'étais agent immobilier, j'ai dû vendre un bien. La dame m'a dit, monsieur, j'ai personne. Je vais mais appelez vos enfants. Elle m'a dit, j'ai pas d'enfants. Elle, tu sais ce qu'elle m'a dit? C'est une phrase qui est restée gravée dans ma mémoire. Et c'était au début de ma carrière, vers 2008. Elle m'a dit, monsieur, elle m'a dit, je loue cet appartement depuis 40 ans. Elle m'a dit, j'ai été bête, j'aurais dû acheter. Je ne me retrouverai pas à la rue aujourd'hui. Elle a payé 5 fois. Tu vois? Et c'est là, je me suis dit, putain, pour pas se retrouver un jour dans cette situation. C'est triste, hein, tu vois. Et surtout, tu as bien vu les pensions. La pension moyenne, elle est de 1 500, 1 600 euros. Tu trouves plus un appartement en dessous de 900 000 euros. Il n'y en a pas. Tu vois. Tu fais quoi? Il te reste 500, 600 euros pour vivre. Putain, t'as le malheur d'être fumeur, t'es foutu. Même si tu fumes pas, t'es foutu, en fait. 500 euros, 600 euros, tu divises par 30, ça te fait 20 euros par jour. Comment tu veux vivre décemment avec cet argent-là? Faut m'expliquer, moi. C'est impossible. Donc, si je donne un conseil à toutes les personnes qui regardent, voilà. Vous êtes chez vos parents, peu importe, vous avez une situation, une capacité d'emprunter, empruntez, achetez un bien. Voilà. Mais c'est un bien au préalable, idéalement un bien d'investissement, et après vous achèterez plus tard, continuez à acheter des biens d'investissement tant que vous pouvez, et plus tard vous achetez votre bien, vous. Tu vois? Et alors même si c'est un bien d'investissement et que tu n'as pas encore acheté ton propre bien, c'est pas grave. Un jour ou l'autre, si ton locataire met dehors, tu l'occupes toi-même ton bien. C'est ça, tu l'as. Voilà. Mais faites le pas et faites-le. C'est important. C'est vraiment important. Ne fût-ce qu'en parlant, en pensant à la situation de cette retraitée. Et c'est pas un cas isolé. Hein. Il y en a c'est ce que beaucoup j'allais plus dire. ce qu'on croit. On en connaît énormément, oui. Tu vois? Moi, j'en connais, c'est pareil. Hein. Une maman, justement, qui a loué pendant 20 ans un appartement, au final, elle s'est fait mettre dehors, mais après 20 ans, en fait, il était payé, quoi. Ouais. Donc là, elle se retrouve locataire toujours, mais ouais, ça, c'est problématique. Et voilà. C'est une sécurité pour son avenir.
Et est-ce que Attila, au jour d'aujourd'hui, investit aussi à l'étranger? Parce que c'est un peu la mode d'investir à Dubaï, Marrakech, Portugal, Espagne. Est-ce que c'est quelque chose qui, toi, t'anime, ou c'est plutôt quelque chose où tu regardes avec un recul, quoi? Je regarde ça avec du recul, en fait. Parce qu'en fait, quand tu regardes la carte du territoire européen, c'est vrai qu'il y a des villes qui ont pris de la valeur sur ces 2-3 dernières années. Après, pourquoi je le fais pas? Je vais t'expliquer. J'ai un appartement pour mon confort personnel. Je suis d'origine turque à Istanbul, avec vue sur mer. Il est impeccable, il est incroyable. Donc j'y vais assez régulièrement. Je passe 3-4 jours. C'est pour mon confort personnel. Ok, c'est un petit cadeau que je me suis offert pour le parcours que j'ai eu depuis 17 ans. Parce que là, je vous explique, c'est bien beau, etc. Mais les combats que j'ai menés sont compliqués. Ils te fatiguent, en fait. C'est beaucoup de stress. Tu portes beaucoup de stress. Tu portes beaucoup de responsabilités dans certaines opérations, tu peux te retrouver tapis du jour au lendemain, tu vois. Du coup, voilà, à un moment donné, il faut savoir se faire plaisir, tu vois. Après, moi, je suis pas le genre de gars qui va aller gaspiller 10 000 € dans une boîte de nuit, tu vois. C'est pas mon truc, mais faire voilà, des placements comme ça, j'aime bien. Parce que ça garde la valeur et c'est pour un plaisir personnel, pour l'accomplissement de ta carrière. Pourquoi pas d'autres pays? Bah, si peut-être que j'étais pas d'origine turque, j'étais 100% belge, peut-être que j'en aurais acheté un à Dubaï, hein. Ça m'aurait fait plaisir, tu prends l'avion, ou peut-être à Marrakech aussi, tu prends l'avion 3 heures, c'est prêt, tu vas tous les mois, tu te détends 3-4 jours. Tu vois, c'est un peu une manière de te vider la tête, en fait. C'est ça qui est chouette, tu vois, parce que c'est un métier où il y a beaucoup de stress. Pourquoi je m'aventure pas à Dubaï? J'aurais dû le faire à 5 ans, peut-être, tu vois. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est en fin de parcours, tu vois. C'est comme le moment où toutes les cryptos explosent, hein, et que tu entends les nouvelles et tout le monde veut monter dans le train, mais c'est le moment où tout le monde commence à vendre. Exactement. Tu vois, et j'ai l'impression que Dubaï, c'est ça. On a énormément de projets qui sont en train de se développer. Okay, il y a beaucoup de ventes. Le prix moyen du bien a doublé. Avant, tu pouvais acheter, je crois, un truc à 120 000, 130 000 euros. Aujourd'hui, le minimum, c'est 250 000. Tu vois. Donc, je pense que rentrer maintenant sur ce marché-là, j'aurais peut-être tort, hein, mais je pense qu'il est un peu trop tard. Tu peux te l'acheter pour un plaisir personnel, mais te dire juste, je vais l'acheter à titre d'investissement, on te promet des rentabilités à 10%. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais j'ai l'impression qu'il y a tellement une suroffre actuellement que les rentabilités à 10%, elles vont commencer à s'effriter, en fait. Tu vois. Je pense qu'il y a eu un temps pour tout. On a eu la vague de tous les influenceurs qui sont partis il y a 4-5 ans, qui ont mis Dubaï en lumière, en fait. Faut dire les choses comme elles sont, tu vois. Après, c'est une ville qui continue à prospérer, qui prospérera, mais pour les gens qui travaillent là, qui ont un business là, en fait, tu vois. Mais juste te dire, je vais le prendre ici, je vais le mettre là-bas en location. C'est souvent des locations courte durée en plus. Voilà, tu auras peut-être 1 fois, 2 fois un locataire qui va te payer le prix et tu auras ta rentabilité comme promise de 10%. Mais avec tous les projets qui sont en train d'inonder le marché, je me dis, est-ce qu'il y a suffisamment de population pour occuper tous ces logements, à cette offre? Tu vois? De toute façon, il y en a peut-être encore, à l'heure actuelle, il y a peut-être assez de demandes, mais ça grandit tellement vite que dans 2 ans, ça se trouve. Oui, parce que les projets qui sortent de là, c'est pas comme ici où tu attends 5 ans pour faire un truc de 5 appartements. Là-bas, quand ils te sortent un projet, c'est directement 1500, 2000 unités. Mais il faut les vendre et puis il faut qu'il y ait suffisamment de demandes pour nourrir toute cette offre. Et je pense qu'on est à un carrefour où je préfère attendre pour le moment. Je préfère attendre. Espagne, Portugal, c'est pas des villes que j'y vais en destination touristique de vacances, oui, mais acheter un bien pour le faire gérer à distance, profiter juste uniquement du truc de la rentabilité locative, c'est pas pour moi. Je dis pas que c'est mal de le faire, mais c'est pas pour moi. Je pense que quand tu as beaucoup d'argent, tu peux te le permettre. Après, déléguer de la gestion à distance, etc. Si y a un problème, c'est compliqué. Tu peux gagner autant d'argent à Bruxelles ou en Belgique. Pourquoi aller là-bas? Si tu veux ton confort personnel, je suis le premier à le dire, faites-le. Mais si c'est juste pour de la rentabilité, je maîtrise pas. Regarde, t'as bien vu ce qui s'est passé il y a 2-3 semaines? Il y a 2 semaines, c'est tombé tout nouveau, là. En Espagne, t'as vu la taxation sur les locations de courte durée? T'as pas vu? Non, j'ai pas vu. Combien? Ah non, c'est la mort, hein. C'est fini. Hein. Ah, c'est dead, hein. C'est terminé. Hein. Ils ont mis une taxation de malade. Hein. Je sais pas te dire les chiffres. Faudrait peut-être après le mettre en dessous de la vidéo. Mais je sais qu'il y a un truc qui est passé il y a 2 semaines en Airbnb ou séjour courte durée. Ils ont explosé le truc. Donc, tu vas quasi plus pouvoir faire de bénéfices là-dessus, en fait. Hein. Donc, je pense à tous les gens qui ont acheté. Je connais un couple qui a acheté l'année passée un bien comme ça pour en espérer l'occuper 1 ou 2 mois pendant l'année, eux, et puis le louer le reste de l'année ou un truc du style comme ça. Mais là, avec la nouvelle loi qu'ils ont mis en place, c'est une catastrophe. Hein. Ça devient contraignant, donc t'es pas maître de la législation du pays, tu vois. Après, des projets d'achat-vente, ce serait sympa, mais il faut se rendre sur place, tu vois, il faut passer du temps là-bas. Marché, exactement, tu vois. Il y a des marchés qui sont très dynamiques qu'on ne connaît pas. Le marché bulgare, là, il est très dynamique. Hein. Si tu vas à Sofia, la capitale, c'est en train d'exploser, tu vois. Ça a pris genre 37 ou 47% sur 1 an, tu vois. Tu as des marchés comme ça, mais voilà, il faut être à l'affût, il faut suivre. Et je pense que c'est bien pour les gens qui ont beaucoup de capitaux, qui ont une certaine liberté, pas de responsabilité propre au territoire belge, tu vois, et qui peuvent à tout moment bouger, aller ailleurs, etc. Moi, non, voilà, moi j'ai des enfants, j'ai une famille, etc. Donc je peux pas me permettre de partir 6 mois en Bulgarie pour faire un projet. Non, je veux pas voir mes gosses, c'est pas possible, tu vois. Donc voilà, ça c'est mon avis personnel. Je sais pas te dire c'est bien, pas bien. Je pense que voilà, il y a à boire à manger là-dedans.
Du coup, maintenant qu'on a fait le passé, le présent, un petit peu le futur, si tu sais justement nous parler de tes futurs projets, de qu'est-ce que tu ambitionnes à faire justement plus tard? Alors, il y a plusieurs choses. Donc, comme tu sais, je continue mes placements, faire gonfler ma société patrimoniale. J'ai mes opérations en cours d'achat-vente. J'ai des projets qui sont liés étroitement à l'immobilier, mais qui ne sont pas de l'immobilier brique pure, proprement dit, des opérations. Alors, il y a plusieurs choses qui me tiennent à cœur. Il y a un truc que j'aimerais vraiment mettre en place, c'est une fédération des marchands de biens de Bruxelles. Une fédération des professionnels de l'immobilier. Je sais qu'il y a l'UPSI, etc. Mais ces entreprises-là, elles sont constituées principalement des gros promoteurs bruxellois comme Athénor, Urpicoun, etc. Tu vois. Moi, ce que je voudrais faire, c'est une fédération qui peut réunir et représenter des petits marchands de biens comme nous. Pourquoi? Parce que chaque fois que nous avons un souci ou dans quoi que ce soit avec une administration, en fait, on travaille tous en cellule indépendante. Donc j'ai l'impression que les administrations, à ce moment-là, ont ce pouvoir, parce qu'ils nous ont divisés, comme on dit pour mieux régner, de pouvoir faire un peu comme bon leur semble pour chaque entité. Mais je me dis, si on fait un front commun, une fédération, et on fait valoir nos droits, nos voix, je pense qu'en étant une dizaine, quinzaine, une vingtaine de professionnels réunis au sein d'une fédération, on peut certaines fois avoir du poids dans le lobby politique. Aussi bien au niveau du gouvernement, pour faire passer peut-être nos idées, notre vision des choses aussi, corriger les défauts de l'administration aussi, faire accélérer certains processus. Je pense que ce serait bien qu'on puisse se réunir. Donc j'aimerais bien créer cette fédération avec une cotisation, on va dire, annuelle, que chacun paierait 1000 balles, ça fait quoi, 20 000 euros par an, tout le monde paye. Mais on n'est pas obligé de travailler ensemble. Si on veut, on peut le faire, mais qu'on soit soudés sur certains aspects. S'entourer du meilleur cabinet d'avocats, par exemple. Ensuite, ça peut déboucher sur plein de choses. S'échanger, déjà, entre nous, sur les entrepreneurs avec qui on travaille, la manière dont on travaille, créer une synergie au fait, entre les différents marchands de biens et avoir un groupe solide pour lorsqu'on se présente. Et aussi, ça peut créer un label de qualité, au fait. Les adhérents, ceux qu'on accepte, on peut dire, OK, demain, vous achetez chez un professionnel, on peut labelliser ça chez un marchand de biens. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas une profession reluisante, je veux dire, tu vois. Mais on peut faire un label. Voilà, ce marchand de biens adhère au label. Donc, il y a un gage de sécurité dans le produit qui va vous être livré. Vous avez une sécurité dans l'achat, dans le service après-vente, la garantie qu'on vous offre, etc. Donc là, on peut créer quelque chose de très intéressant, je pense. Ça fait plus ou moins 6-7 mois que j'en parle, mais j'ai jamais eu le temps de vraiment mettre ça en place. Mais c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire. S'entourer et faire une association où on créerait une fédération des marchands de biens. Je pense que ça peut permettre, premièrement, d'assainir la profession, avoir un label de qualité. Et justement, justifier pourquoi nous sommes professionnels, que nous nous démarquons de toute autre tentative de personnes qui ne seraient pas dans les clous, dans le cadre législatif, de pouvoir faire de l'immobilier un peu n'importe comment. Tu vois ça, et puis ça nous apporterait un pouvoir, comme j'ai dit, auprès des administrations qui, certaines fois, interprètent toujours la situation d'un immeuble en fonction de ce qui leur convient. Voilà. Et nous, pauvres petits marchands isolés tout seuls, on va chez l'avocat, on est toujours tout seul. Donc ça, c'est une des choses que je souhaiterais mettre en place. Et secondo, donc j'en ai déjà discuté avec 2-3 personnes qui m'ont contacté à ce sujet-là, parce que j'en avais parlé lors d'un précédent podcast. J'aimerais bien créer une société de crowdlending, c'est-à-dire lever des fonds pour pouvoir faire des projets. Je sais qu'il y a déjà Bibonds et Econova qui le font, mais ils le font uniquement à hauteur d'un certain pourcentage par rapport au montant du projet. Moi, ce que j'aimerais, c'est un peu le modèle de BRICS en France, en fait, où ils financent à 100%. Les projets et après innover un peu parce que souvent tu mets des fonds sur lesquels on te donne une rentabilité de 8 ou 9%, mais tu dois attendre chaque fois un an complet pour pouvoir avoir ta rentabilité ou en même temps pouvoir retirer tes fonds. Tu peux pas partir à tout moment. Donc moi, ce que j'aimerais faire, c'est faire une plateforme où tu laisses la participation liquide, c'est-à-dire qu'il faudrait faire une espèce de marketplace dedans où chaque personne qui a investi, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un besoin urgent en liquidité. Donc, si un jour tu as placé 10 000 et que tu vas recevoir 10% en fin d'année, 11 000 euros, mais si au bout du 6e mois, tu as besoin de te retirer du marché, que tu puisses mettre ta participation sur le marché, quelqu'un d'autre puisse te la racheter. Et tu récupères une partie du pourcentage auquel tu aurais droit, peut-être pas la totalité, mais voilà, une petite pénalité de sortie, etc. Mais ça garde le produit liquide. Et alors, pouvoir faire des projets où on peut financer à 100% des projets. Donc mettre ça sur le marché belge, ce serait sympa. Voilà. C'est 2 axes de travail sur lesquels j'aimerais bien évoluer. La faute, c'est juste le temps. Toujours. Toujours le temps. Mais sinon, c'est ce que j'aimerais développer dans le futur. Et je pense que je vais le faire. T'as encore le temps, mais... tu n'as pas le temps, mais tu l'auras encore, donc... Let's go, quoi. Non, mais c'est des beaux projets, Ouais, mais chaque fois que je finis des projets, je me dis, ok, c'est bon, ce projet est fini, je vais prendre le temps, je vais lever le pied 6 mois, je vais un peu profiter de la plus-value, un peu du bénéfice, un peu gaspiller de l'argent. Et j'ai pas le temps. Je sors du notaire quand j'ai vendu, le lendemain, j'ai déjà visité un truc que je re-signe pour un achat. Donc, je peux m'en vouloir qu'à moi-même, mais bon, c'est comme ça. Quand il y a une bonne opportunité, j'arrive pas à la laisser partir. Ouais, bien sûr. C'est le métier qui agit, quoi. Ouais, ça, c'est ce que j'aimerais faire pour
peut-être les mois à venir, mais la fédération vraiment, avant même le crowdlending, la fédération. Vraiment. Il faut qu'à un moment donné, on soit un bloc dur, qu'on puisse être représenté valablement par des bureaux d'avocats solides et surtout pouvoir montrer aux administrations qu'on n'est plus tout seul. Voilà. On est 10 personnes que vous mettez dans le même truc. Et vous êtes hors la loi. Et on est à 10 à vous dire qu'on est hors la loi et faire peut-être, tu sais, un procès commun. 10 personnes, 10 cas de figure. Voilà. Et on attaque l'administration, que ce soit l'urbanisme ou la commune, en disant on est 10 personnes dans le même cas de figure. Et mon avocat estime qu'il y a un abus de droit. Voilà. Et là, quand tu vas devant le juge, là, tu as du poids. Tu as du poids, exactement. Voilà. Donc, crédit à taux fixe ou à taux variable? Peu importe. Du moment que j'ai le crédit. Achat cash ou financement à 100%? Financement. Crédit le plus court ou le plus long? Le plus court. Achat ou location? Achat. Immobilier neuf ou ancien? Ancien. D'ailleurs, est-ce que tu as acheté du neuf? Jamais. Okay. TVA, c'est cher. Hein. Achat avec ou sans travaux? Avec travaux, toujours. Maison individuelle ou immeuble de rapport? Rapport. Investissement court terme ou long terme? Court terme pour l'achat-vente, long terme pour les placements en rendement locatif. Investir en ville ou à la campagne? Ville. Achat-location ou achat-revente? Achat-revente. Résidence principale ou investissement locatif? Investissement locatif. Et puis après, quand on en a suffisamment, tu fais la résidence principale. Investir en privé ou en société? Société. Investissement résidentiel ou commercial? Je veux dire résidentiel parce que je connais pas le commercial. T'as déjà investi un peu dans le commercial ou pas du tout? Pas du tout. Ok. Pas du tout. Je connais pas du tout. Je sais même pas combien ça se loue. Investir dans des petites surfaces ou des grandes surfaces? Petite surface. Acheter des gros bâtiments avec plein de petites surfaces dedans. Ou que tu coupes toi-même, mais pour en faire des petites surfaces. Exactement. Okay. Investir dans des zones en développement ou des zones déjà stables? Pour moi, maintenant, avec le niveau de qualité que je mets dans mes produits, déjà stable. L'emplacement. Parce que quand tu fais des rénovations haut de gamme, tu peux être tu peux faire les meilleures rénovations que tu veux. Si le quartier est pas bon, il y a un plafond en termes de prix de vente que tu ne dépasseras jamais. Donc, moi, aujourd'hui, c'est l'emplacement. Ok, nickel. Investir dans des biens avec ou sans permis d'urbanisme? Investir dans des biens sans permis. Avec permis, tu peux négocier un meilleur prix, mais tu peux avoir beaucoup de problèmes. Okay. Donc, c'est mieux d'acheter des biens dont tu n'as pas besoin de permis. Location saisonnière ou location long terme? Long terme. Co-living ou colocation? Aucune des deux, j'aime pas ça. Alors du coup, je vais pas te parler de Airbnb. Colocation ou Airbnb? Pareil, aucun des deux. C'est pas des trucs qui me kiffent. Je pense que ça demande beaucoup de temps. On augmente un peu leur rentabilité, mais ça demande beaucoup d'énergie. Studio ou grand appartement? Studio. Et dernier, appartement ou maison? Appartement. Ça dépend, pour occuper ou pour vente? Tout ça en investissement. Ouais. Appartement. Mais en tout cas, un grand merci justement pour ta présence. C'est moi qui vous remercie. C'était un honneur de participer à votre podcast. Et c'est un honneur pour nous de t'avoir pour un podcast. Ouais, un grand merci. Je trouve ça chouette. Sur ces 2-3 dernières années, on a l'avènement comme ça de beaucoup de personnes et de personnes comme vous qui font des choses pour l'immobilier. On parle d'immobilier, etc. Je trouve ça agréable parce que, premièrement, ça met en lumière le secteur, ça permet à beaucoup de gens de s'y intéresser, d'apprendre des choses, parce qu'indirectement, quand on nous écoute, je pense qu'on apprend des choses aussi. Moi, ça me fait plaisir de distiller de l'enseignement, franchement, gratuitement. On me demande beaucoup, je peux te montrer mon téléphone, hein. Je reçois 5 messages par semaine où on me propose de me payer, faire des formations. Je dis non parce que j'ai pas le temps. Mais à côté de ça, je leur dis souvent, il y a déjà une tonne d'informations gratuites sur Internet. Et puis à côté de ça, si vous continuez à me suivre, je donne tout le temps des informations. Et alors, il y a beaucoup de gens qui m'envoient des messages avec des cas concrets. Je leur réponds. Je prends le temps. Je leur réponds, ça ne me dérange pas du tout. Quand moi, j'ai commencé, je t'expliquais. On ne voulait même pas me suivre, on ne voulait même pas me former. Donc, j'ai failli rater ma vocation. Et aujourd'hui, voilà, moi, je donne tout ça gratuitement. On me demande de faire des formations payantes, hein, etc. Je ne le fais pas. Parce que si un jour je le fais, je trouve que c'est destiné vraiment à des professionnels qui ont déjà un pied dans l'immobilier et pas au grand public. Parce qu'ils peuvent faire des catastrophes avec. C'est très, très difficile. C'est compliqué. J'ai mis beaucoup d'années pour apprendre tout ça. C'est pas que je veux pas l'enseigner, mais je veux pas que les gens se mettent dans la merde. Ah, c'est bien. Alors qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui les vendent ça comme l'Eldorado. Hein, comme quoi, grâce à ça, leur vie va changer, qu'ils vont gagner beaucoup d'argent. Mais le gagnant là-dedans, c'est le vendeur de formation. Par contre, ce que les personnes peuvent faire, moi je trouve ça c'est chouette, c'est prendre des formations qui coûtent pas cher, hein, 5, 6, 700 €. Il y a plusieurs personnes qui le font, sur l'investissement locatif. Faites d'abord ça. Faites d'abord les dents là-dedans. Quand vous êtes prêt, que vous avez fait 2-3 investissements locatifs, 500 € de formation, c'est pas énorme. Si plus tard, vous dites, OK, l'immobilier me passionne, je vais en faire mon métier, à ce moment-là, tu peux faire une formation dans l'achat-revente. Mais au préalable, se lancer à corps et âme perdu, alors que tu n'as jamais fait d'immobilier, vouloir démarrer avec ça, pour moi, c'est une erreur. Après, c'est que mon idée, je tiens pas genre à me dire, je veux pas qu'il y a plus de personnes sur le marché parce que ils vont bouffer des trucs à ma place. Non, ils seront pas capables, mais voilà, c'est dangereux.
Non, mais on partage clairement la même vision et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est en train de créer une plateforme qui va pouvoir rassembler pas mal de notions de base pour quelqu'un qui veut se lancer dans l'immobilier, mais faire de l'immobilier de base pour se constituer un patrimoine. Voilà. Peut-être pas pour faire des achats-reventes, mais déjà avoir la base de l'immobilier et savoir si c'est pour lui ou pas. Chose sur laquelle on travaille actuellement et qu'on va bientôt mettre en production et qui sera disponible pour les gens qui voudront y adhérer. Et de nouveau, il y aura des templates qui seront préparés par des juristes. Et que ce soit pour faire une offre, que ce soit un modèle contrat de bail, que ce soit un contrat de résiliation pour donner un préavis à son locataire, il y aura plein de choses sur cette plateforme qui va vraiment aider la personne lambda qui veut se lancer dans l'immobilier aujourd'hui et le faire correctement, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que voilà, c'est quelque chose que je conseille à tous ceux qui voudraient commencer à faire leur investissement. C'est de commencer par ça. Et puis après, plus tard, pourront s'orienter vers d'autres secteurs de l'immobilier. C'est quelque chose qui leur plaît ou c'est quelque chose qui les botte, quoi. Il faut démarrer par les investissements simples. Encore une fois, un grand merci parce que c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'on fait Belgium Invest, les podcasts, les événements. On aime justement s'entourer des personnes bien meilleures que nous parce que justement ça nous permet d'une part de nous-mêmes apprendre, c'est un peu l'objectif, c'est continuellement se former, élargir notre réseau, mais aussi pour toutes les personnes justement qui nous regardent. On n'a pas du tout la prétention de tout connaître et du coup on préfère justement à chaque fois prendre les personnes qualifiées pour en parler du coup. Tu sais, dans l'immobilier, on peut pas. Il y a des domaines dans lesquels j'ai de l'excellence, tu vois. Mais je connais pas tous les aspects. Tu sais, tu me parles de co-living, colocation, etc. Co-living, je connais pas la réglementation. Tu passes par une colocation, contrat de colocation pour éviter d'être qualifié en co-living, etc. Il y a des astuces juridiques, etc. Mais comme c'est des choses auxquelles je ne m'y intéresse pas, voilà. Moi aussi, j'apprends, je continue d'apprendre, tu vois. Voilà, donc on peut connaître un peu de tout et avoir son domaine d'excellence, tu vois, comme je pense que vous en avez, que j'en ai, etc. Mais à côté de ça, voilà. C'est pour ça que je trouvais que c'était agréable d'avoir de plus en plus de personnes qui lancent des événements sur l'immobilier, etc. Parce qu'on ne cesse d'apprendre. Moi, aujourd'hui, ça fait 17 ans que je fais de métier, j'apprends encore des choses. Notamment quand tu cèdes un parking à une copropriété, que c'est considéré comme une vente et qu'il faut un acte authentique. Ouais, super. Et dernière petite question, on demande justement à nos invités s'ils ont une personne à nous recommander qui prendrait ta place. Donc si jamais tu as quelqu'un dans ton entourage ou quoi qui pourrait prendre ta place justement pour partager son parcours ou des stratégies d'investissement ou peu importe. Je vais conseiller peut-être quelqu'un qui fait quelque chose différemment, mais que j'apprécie parce que je trouve qu'il fait ça bien. Hein, c'est Ken Van Petegem. Ok, on le reçoit. Ouais. On le reçoit, oui. Non, mais franchement, je l'apprécie parce que c'est quelqu'un, il est clair, tu vois. Son cursus est principalement basé sur l'investissement, ce dont on parlait tout à l'heure, tu vois. Et pour l'avoir rencontré via le rendez-vous des propriétaires et échangé quelques fois avec lui, voilà, c'est pas quelqu'un qui vend du rêve. Il explique les choses telles qu'elles sont. Et en fait, le fait qu'il ait eu un passé de banquier, je trouve ça intéressant parce qu'il s'est vraiment expliqué comment le banquier perçoit le montage d'un dossier financier pour un emprunt. Tu vois. Et je trouve ça c'est simple, c'est propre et ça peut aider beaucoup de personnes à pouvoir avancer dans des processus de simple investissement locatif, tu vois, sans se complexifier. Ouais, nickel, merci. Voilà, si quelqu'un a conseillé, c'est lui. Après, voilà, j'ai pas eu quelqu'un d'autre qui m'est venu tout de suite à l'esprit. Je connais des gens qui sont éminemment brillants dans la profession aussi, tu vois. Mais dans le cadre de l'investissement simple, je pense que c'est une personne, je vais pas dire qui fera l'affaire, mais qui est quand même assez bon dans son domaine. Ok, parfait. Un grand merci en tout cas. Je t'en prie. Merci encore. Et tu seras le bienvenu pour parler justement de tes autres projets futurs. Donc, ouais, si j'arrivais à avancer là-dedans, ce serait sympa. Et d'ailleurs, c'est quand j'en ai parlé à des podcasts que des gens m'ont contacté. Un développeur web en blockchain. Ah bah oui. Ouais, tu vois. Pour acheter les parts et ainsi de suite. Exactement. J'y ai pensé directement. Ouais, c'est ça. C'est parce qu'il faut le mettre sur de la tokenisation pour qu'il soit sur une marketplace, tu vois. Que ça soit plus facile. Exactement. Ouais, parfait. Donc voilà, c'est en cours. On verra bien ce que ça va donner.